écoutez, J'ai même on pas va fait laisser la d'écriture. parole Je me à permets. Thomas Vescovi. Voilà. Ok. Bonjour à tous, merci pour cette invitation à Nancy. C'est pas la première fois que la FPS m'invite, donc je suis toujours très heureux d'être parmi vous, même si l'actualité évidemment n'est que plus déprimante. Donc bravo également à vous de venir un samedi après-midi par ce beau soleil dans une salle pour entendre des choses déprimantes, parce que je n'ai pas évidemment de bonnes nouvelles à vous annoncer, vous l'imaginez bien. Je me permets simplement, avant de débuter, la traditionnelle rappel que je suis membre d'un collectif qui s'appelle Yaani. On a une newsletter qui est gratuite. On publie beaucoup d'articles, enfin on essaie en tout cas, et donc je vous invite vraiment à vous abonner, c'est gratuit, et à suivre notre travail sur les réseaux sociaux ou en ligne, parce que c'est important pour nous, pour exister, de pouvoir compter sur votre soutien. Je voulais faire deux avertissements au préalable avant de débuter cette conférence. Le premier, c'est que je crois qu'il est important qu'on soit d'accord sur l'importance de l'humilité à avoir par rapport à la situation qu'on vit aujourd'hui. Je ne prétends pas ici vous affirmer des certitudes et des vérités. Je vous donne juste une analyse qui est la mienne et que j'espère vous partagerez. Et si vous ne la partagez pas, on en débattra après la conférence. Mais au vu de ce que j'entends dans certains médias et dans certaines émissions depuis maintenant 10 jours, je crois qu'il est important qu'on se rappelle le devoir d'humilité de chacun. Personne ne peut savoir ce qui va se passer dans les prochains jours, même les prochaines heures. Et donc, il y a beaucoup de choses qui restent en suspens. Le deuxième point, naturellement, l'histoire étant en marche, comme l'a dit Safanan dans l'hommage à la Shahid, à l'heure où on se parle, on est dans une situation qui est très incertaine. On est tous également, je crois, très pris par beaucoup d'événements. On est également plus en pleine période de campagne municipale. Il m'a donc été assez difficile, je vous l'avoue, de préparer cette conférence et de la structurer, contrairement à ce que je fais d'habitude. Donc j'ai essayé un peu de mettre plusieurs cartes que j'ai trouvées par-ci par-là et de vous donner le maximum d'informations qui pourront vous éclairer. J'ai quand même essayé de penser ça de manière quand même d'avoir un plan pour que ce soit un peu plus clair à suivre. Et donc je parlerai en trois temps. Le premier, vous présenter un petit peu ce qu'on appelle le nouvel ordre du Moyen-Orient, parce que c'est un petit peu l'expression qui devient employée et que je crois être la bonne. La deuxième, c'est faire un moment d'écart pour comprendre à quel point est-ce que le mouvement national palestinien est dans l'impasse, puisqu'il n'y a pas d'autre terme. Et je crois important de faire un rappel, qui n'est jamais de trop, à quel point est-ce que résister ici, c'est important pour soutenir la résistance là-bas. Et donc on parlera évidemment de la situation en France. Nouvel ordre au Moyen-Orient, donc ce sera mon premier point. Nous sommes dans une séquence, vous le savez, qui s'est ouverte depuis le 7 octobre et qui a pour objectif, du point de vue en tout cas d'Israël et des États-Unis, de démanteler ce qui est appelé l'axe de la résistance. Ce n'est pas moi qui le nomme comme ça, c'est le terme qui est employé. Cet axe de la résistance, c'était un axe qui était principalement financé par l'Iran et qui traversait donc l'Irak via les communautés chiites en Irak, la Syrie donc de Assad, et puis au Liban le Hezbollah, et côté territoire palestinien, le Hamas. Cet axe de la résistance, en réalité, c'était aussi un moyen de dissuasion pour l'Iran, en faisant comprendre à Israël et aux États-Unis qu'ils avaient les moyens eux aussi de pouvoir répondre s'ils étaient attaqués ou agressés. Donc depuis une semaine maintenant, vous avez une guerre qui s'est ouverte, où on a Israël et États-Unis qui ont déclenché donc une opération sur l'Iran, très massive, très destructrice en vie humaine, j'y viendrai juste après. Et vous avez également, depuis lundi, l'entrée du Hezbollah dans cette guerre. Alors, je ne vais pas revenir ici sur le pourquoi Hezbollah, il y a des articles très bien qui ont été écrits récemment, j'en ai partagé certains d'ailleurs. Je vois en tout cas qu'il y a un débat parce que mes amis libanais avec qui je discute souvent s'engueulent entre eux sur les groupes WhatsApp, donc c'est assez intéressant de voir ça. Certains considèrent que le Hezbollah vient de signer, comme l'a fait Laurent Lejour en une récemment, son suicide politique, et d'autres au contraire considèrent que c'était simplement une logique à suivre dans le cadre d'une guerre au Moyen-Orient. Je crois, moi en tout cas, ce que je peux vous informer ici, c'est qu'on a à peu près les mêmes arguments qu'on a entendus par rapport au Hamas après le 7 octobre. Quand il y a eu le 7 octobre, on a beaucoup entendu, en fait, Gaza est détruite parce que le Hamas a fait le 7 octobre. Et là, aujourd'hui, on entend parfois le sud du Liban et le sud de Beyrouth va être détruit à cause du Hezbollah. Je crois important de rappeler à quel point est-ce que Gaza est détruit et le sud de Beyrouth risque d'être détruit parce qu'on est en face d'un État colonial qui est l'État colonial israélien et qui, de fait, n'a comme seule ambition que la vassalisation et la récupération du maximum de terres au Proche-Orient.
Hamas ou pas Hamas, Hezbollah ou pas Hezbollah, puisque les négociations, quoi qu'il arrive, ne sont jamais respectées par l'État d'Israël. Ça, c'est le premier point. Sur cette guerre qui est menée aujourd'hui par rapport à Israël, on a effectivement des stratégies qui sont assez divergentes. Je m'arrête juste 2 secondes parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent d'un coup. Peut-être un bus qui est arrivé récemment. C'est les Vosges. C'est nos Ah, amis des Vosges. c'est le bus des Vosges, d'accord. Donc, très bien. Bonjour les Vosges, voilà. Les accueillir, hein. Et pourtant, on a commencé en retard, mais bon. Il faut venir des Vosges. Il faut venir des Vosges. Bien. Vous traversez l'école. Donc, je reviens donc sur ce que je disais par rapport à la guerre qui a été ouverte donc, depuis une semaine maintenant sur l'Iran. On a effectivement 2 stratégies, ça c'est clair, qui sont assez différentes. Si on écoute les Israéliens, là, il y a un seul son de cloche globalement, qui est la volonté pour Netanyahou de voir un changement de régime en Iran, ou en tout cas un régime iranien qui serait vraiment à plat et qui ne serait plus, du point de vue des Israéliens et de Netanyahou, une menace. Quand je parle de vassalisation des États, ça veut dire quoi? Il faut quand même mentionner la situation dans laquelle on est depuis maintenant quasiment 2 ans. Vous avez donc le sud du Liban qui est toujours en grande partie occupé via le positionnement de bases israéliennes dans le sud du Liban. On a une partie du territoire syrien qui est effectivement encore aujourd'hui, à l'heure où on se parle, occupée par l'État d'Israël. Et vous avez ici les 2 cartes importantes. La première, c'est celle que l'armée israélienne a mobilisée. Vous voyez tous le laser, oui. Voilà. C'est celle que l'État d'Israël a mobilisée pour indiquer aux habitants du sud du Liban de quitter le sud pour aller au-delà du fleuve Litanie. Et on a cette carte absolument incroyable, au point que certains ont d'abord cru que c'était un fake, où l'armée israélienne a diffusé cette carte, donc on a en bas à gauche, où on a 5 quartiers du sud de Beyrouth, donc on est à quasiment 300 000 personnes à peu près, en leur indiquant qu'ils avaient 24 heures pour partir, ça allait être complètement bombardé. Et on a des vagues de bombardements qui sont en train de tomber sur le sud de Beyrouth, dans le but effectivement de réduire complètement en ruine, il n'y a pas d'autre terme, cette région. Et donc, quand je parle de vassalisation, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que du point de vue israélien, autour de l'État d'Israël, il faut que chaque État soit alors soumis aux intérêts, ce serait un terme peut-être fort, mais en tout cas, c'est celui que moi j'emploie, qui est des États qui ne sont pas capables de représenter une menace, en tout cas qui sont tout à fait à même de se souscrire et de ne pas venir en soutien, disons, au peuple palestinien. Du côté de la Maison-Blanche et de Donald Trump, là, je crois qu'on a un autre angle. Je ne dis pas que Israéliens et Américains ne convergent pas, mais il y a quand même un autre angle. Il faut comprendre que depuis la première guerre du Golfe, donc 1990-91, on a les néoconservateurs américains qui ont un plan qui s'appelle le plan de remodelage du Moyen-Orient. Ce plan vise très clairement au renversement de 3 États. De leur point de vue, il y a 3 États à renverser, donc l'Irak, la Syrie et l'Iran. Il ne s'agit pas ici d'aller dans la théorie du complot, ce n'est pas eux qui vont renverser les régimes, mais c'est mettre les sanctions et faire en sorte que ces 3 pions soient déstabilisés et favoriser au maximum leur déstabilisation. Parce que de leur point de vue, c'était ça qui permettrait de déclencher un remodelage du Moyen-Orient. Et on a vu après le 11 septembre à quel point ce processus s'est accéléré, au point aujourd'hui où, lorsque on a Netanyahou qui vient, on va dire, forcer la main à Donald Trump pour attaquer l'Iran, c'est pas non plus Trump qui le fait à contre-cœur. Ça rentre dans une logique américaine. Trump ne voulait peut-être pas la mettre maintenant, mais globalement, il y a au sein de l'establishment américain, pas une majorité peut-être, mais une partie en tout cas de l'establishment américain qui est tout à fait favorable à bombarder massivement l'Iran dans le but précisément d'enclencher, si possible, soit un changement de régime, soit une remise complètement à plat de ce régime. Je crois aussi important qu'on ait en tête ce moment qu'on vit maintenant depuis 10 à 15 ans. Donald Trump a été élu quand même en vendant aux Américains, à son électorat, l'idée d'États-Unis qui pourrait redevenir toute puissante. Or, on vit depuis quasiment la crise des subprimes de 2000-2009 une contrition de l'économie internationale avec de plus en plus de pays émergents qui sont en train de venir grappiller la puissance américaine sur en tout cas le terrain de l'économie. On le voit, un néolibéralisme qui a la peine, au point qu'il se transforme de plus en plus, il prend de plus le masque d'État autoritaire. On l'a vu au Brésil avec Bolsonaro, on le voit dans différents États européens également. Et donc, dans ce cadre-là, il est important d'avoir en tête à quel point est-ce que l'Iran, qui représente la 3e ressource pétrolière au monde, si on veut prétendre rester une puissance fondée sur une économie, l'économie capitaliste du XXe siècle, qui a été fondée en partie sur les énergies
gazières et pétrolières, eh bien, avoir la main sur ces énergies-là, c'est fondamental. Ce qui s'est passé au Venezuela doit nous faire un lien direct avec ce qui se passe aujourd'hui en Iran. On ne peut pas voir ça uniquement par le biais de conflits dont on ne verrait pas d'où elles viennent. Non, il y a un lien très clair et ça explique pourquoi les Américains n'ont peut-être pas la même vision que les Israéliens sur l'Iran, mais il y a une convergence de points de vue. Il est évident qu'ils n'aspirent, Israéliens et Américains, absolument pas à mettre en place une démocratie libérale en Iran, ni à soutenir ce peuple iranien qui, en janvier, a subi l'un des pires massacres du XXIe siècle au Moyen-Orient, il faut quand même aussi le rappeler. Mais je crois aussi important de mobiliser cette idée, j'enfonce une porte ouverte, mais enfonçons-la ensemble, notre hostilité naturelle au régime islamique d'Iran, personnellement quasiment viscérale, elle ne doit pas pour autant nous faire fermer les yeux sur la réalité d'une agression qui est en train d'avoir lieu sur la souveraineté d'un État, quel qu'il soit, par le biais de deux pays dont les intérêts clairement ne sont pas en faveur du peuple iranien. Et si demain le régime en Iran tombe, eh bien ce sera certain que ce ne sera pas grâce à Israël, ce sera aux dépens de ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a eu l'effondrement d'un pays et donc une population qui va repenser différemment son avenir. Mais considérer que c'est grâce à ces bombardements, j'ai un petit peu de mal, si vous voulez, à l'entendre, mais on pourra en discuter après. Alors sur ce débat, donc, sur qui a l'initiative de la guerre en Iran, je l'ai dit, beaucoup de signaux quand même tentent maintenant à montrer que c'est Netanyahou qui à plusieurs reprises a incité Trump et son entourage à accepter l'idée de cette guerre. Mais pour autant, on voit à quel point aux États-Unis, ça enclenche également une rediscussion du soutien à Israël. On le voit de plus en plus, où on a même des candidats démocrates et également au sein du Parti républicain, de voix qui commencent à dire qu'en fait cet allié israélien, soutien inconditionnel, commence à être très pesant dans notre objectif que nous avons de passer des deals, des accords, plutôt que d'aller vers l'affrontement et vers la force. Cela étant, je n'ai pas ici la connaissance précise des rapports de force aux États-Unis pour vous dire jusqu'où ça ira, mais c'est intéressant d'entendre par exemple l'un des principaux candidats potentiels à l'investiture démocrate pour les prochaines élections, qui est, je crois, actuellement le gouverneur de Californie, si je ne me trompe pas, mais peut-être que je dis une grosse bêtise, mais en tout cas, c'est le prochain potentiel candidat qui a informé dans une communication que... pardon ? Je ne sais plus, mais il a eu cette phrase qui est quand même significative où il dit est-ce que les États-Unis ont vraiment intérêt à rester liés à un état d'apartheid ? Et il a employé le mot d'apartheid, c'est quand même assez important de le mentionner. Je crois également que sur ça, j'essaie toujours d'être très prudent quand je suis avec des publics et qu'on a une discussion qui va suivre derrière, donc je prends un peu les devants, toute l'explication qui passe juste par les lobbies. Je m'explique là-dedans. Il est clair que les lobbies existent. On est tous d'accord, à l'Union européenne, aux États-Unis, les lobbies existent. Mon problème, c'est quand on essaie d'expliquer toute la politique internationale juste par les lobbies. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça nous fait parfois voir les choses de manière, j'ai l'impression, un peu erronée. C'est-à-dire que considérer que Trump a simplement cédé au lobby pour des raisons intra-américaines, c'est juste ne pas, je pense, comprendre que un État capitaliste et un État qui souhaite l'accaparement de ressources naturelles, parfois a aussi besoin d'employer la force pour garder sa puissance et son pouvoir. Et le stratégie du lobbying, rappelez-vous ça, c'est important, le lobbying ne cherche pas à soumettre. Il cherche à travailler les personnes pour s'assurer qu'à un moment donné, quand ce sera le moment fatidique, leurs vues vont converger, même si leurs intérêts ne sont pas les mêmes. Je prends un exemple très simple. Quand Netanyahou trouve des points d'appui auprès de l'extrême droite européenne, Netanyahou n'est pas stupide. Il sait pertinemment que ces gens sont antisémites. Mais de fait, le lobbying a bien travaillé, a travaillé évidemment l'extrême droite européenne, et leur a fait comprendre que s'allier à Israël, ce sera important pour votre politique à vous en France. Le RN l'a très bien fait depuis maintenant quelques années, en étant les plus fervents soutiens de Netanyahou et d'Israël. Ça ne veut pas dire de fait qu'il y a une soumission. Il y a juste un lobbying qui a travaillé, qui a fait que la convergence se fait sur le fait qu'en fait, ils ont des intérêts qui ne se rejoignent pas forcément, mais des points de vue qui vont s'auto-alimenter et s'auto-satisfaire. Je ne sais pas si je suis très clair, mais c'est important. L'autre exemple que vous avez en tête, je pense, les évangélistes chrétiens aux États-Unis sont profondément antisémites dans leur perspective de la population juive. Pour autant, il y a une convergence de vues avec Israël. Et sur ça, le lobbying, il a un intérêt à jouer sur ça. Pas en soumettant, mais en leur rappelant que, oui, d'accord, vous êtes antisémites, vous n'êtes pas nos alliés sur ces points-là, mais en tout cas, on a une convergence de vues, donc travaillons ensemble.
Je crois aussi important que dans toute cette guerre que vous avez ici à l'œuvre, et donc je remets cette carte, et cette carte n'est pas à jour parce que elle ne mentionne pas l'Azerbaïdjan et la Turquie qui ont été deux pays également touchés récemment. Mais dans toute cette déflagration qu'on a actuellement au Moyen-Orient, on a une tentation parfois qui est, je l'ai entendu encore récemment, qui est de dire « Oh là là, c'est la guerre des millénaristes ». Les chiites millénaristes qui voient la fin du monde contre les Israéliens extrémistes, enfin un judaïsme extrémiste et les évangélistes chrétiens, c'est la guerre des religions. Moi, sur ça, je prends toujours un petit peu de distance parce que je suis un partisan et je l'assume d'une lecture profane des conflits en considérant que, eh bien oui, il faut être matérialiste et donc quand il y a un conflit, il faut d'abord comprendre concrètement d'où ça vient. Aussi millénariste que tu sois, quand il y a une question économique qui entre en jeu, ton millénarisme, tu sais à un moment donné qu'il va mettre mis de côté parce qu'il y a des intérêts bien plus importants. Et donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut comprendre à quel point est-ce que là, dans cette guerre qu'on a aujourd'hui, en fait, chacun sait très bien est-ce qu'il faut absolument faire monter la sauce au maximum pour son propre intérêt. Israël sait qu'il a actuellement un boulevard face à lui, puisqu'il a un gouvernement d'extrême droite qui est prêt à tous les pires schémas stratégiques militaires, donc il faut aller droit devant, et Trump qui va l'accepter, puisque concrètement, il ne va pas s'y opposer. Pour Netanyahou, qui est à quelques mois d'élection en Israël, c'est maintenant ou jamais. Sa promesse qu'il a depuis qu'il est ambassadeur d'Israël à l'ONU, donc fin années 80, début 90, de détruire l'Iran, il est en train de se dire c'est maintenant ou jamais. J'ai une porte, je ne pourrais pas la mettre de côté. Et du côté de l'Iran, on a des gardiens de la révolution et un régime iranien qui a très bien compris que si là maintenant il montrait ses faiblesses, c'est terminé pour lui, de fait. Donc il a nécessité de pouvoir démontrer toute sa puissance, même si ça passe par des bombardements absolument dans tous les sens. Et quand je dis encore une fois faire preuve un peu de matérialisme, eh bien c'est évidemment s'éloigner au maximum d'une lecture qui est de dire mais de toute façon, on a des fanatiques de chaque côté, ils ne peuvent pas s'entendre. Il y avait un processus de négociation diplomatique et le bisounours que je suis, et j'assume, je préférerais toujours des négociations qui durent même des années plutôt que de déclencher une guerre destructrice et meurtrière. Maintenant, si on n'est pas d'accord avec ça, eh bien, il faut être capable d'assumer la mort de civils et c'est ce qui se passe actuellement dans la guerre en cours. On en est déjà, le chiffre est erroné, hein, on a dépassé les 1400 victimes en Iran. Dans cette stratégie-là, le premier aspect, c'est côté israélien, quelle réaction? Il faut mentionner le dernier sondage qui a été fait par le Israel Democracy Institute, qui est vraiment un institut extrêmement fiable. Pour ceux qui sont anglophones, je vous invite vraiment à aller le regarder parce que c'est très précieux les données. Ce sondage-là a été fait cette semaine et il montre que 92% de la population juive israélienne soutiennent les bombardements sur l'Iran en considérant qu'effectivement c'est maintenant ou jamais. C'est important à avoir en tête parce que sinon on pourrait se dire mais Netanyahou il va encore se prendre l'opposition sur le dos. Absolument pas. Les Israéliens ont cette conscience, et quand je dis Israéliens c'est au sens large, 92% de population juive israélienne a cette certitude que en fait c'est l'Iran qui est derrière la totalité des groupes qui nous déstabilisent et qui nous menacent. En finir avec l'Iran, ce sera un avenir meilleur, radieux pour le Moyen-Orient, de nouveaux accords d'Abraham, etc. etc. Si vous prenez, et là c'est encore plus déprimant j'avoue, mais c'est aussi une réalité de ce pays, la chaîne Channel 12. Alors pour ceux qui ne savent pas, essayez de ne pas lire tous les chiffres, comme ça vous m'écoutez en même temps, on ne spoil pas ensemble. Channel 12, c'est un peu l'équivalent, alors je n'ai pas d'équivalent en France, mais en gros c'est la chaîne du centre-gauche en Israël. C'est l'opposition à Netanyahou, on va dire plutôt des laïcs. Et Channel 12 a fait cette semaine une émission, ça a été très intéressant, où en fait ils se sont rendus compte. Aux prochaines élections en Israël de octobre 2026, on a 500 000 primo-votants. C'est jamais vu dans l'histoire d'Israël qu'à une élection, on a 500 000 jeunes qui vont voter pour la première fois. Et donc Channel 12 a fait toute une enquête avec des sociologues et tout ça pour comprendre c'est qui ces 500 000 primo-votants. Des jeunes qui n'ont jamais voté en Israël. C'est 1 demi-million de personnes, c'est absolument énorme. Et voilà, et donc ils ont fait une émission avec différents jeunes sur le plateau. Et ce qui en ressort, c'est que 59% se définissent comme plutôt proches des valeurs de droite, 5% se disent plus proches des valeurs de gauche. Alors attention, on est en Israël. Valeurs de gauche, ça veut simplement dire aller vers un accord avec les Palestiniens. On ne parle pas d'État, on parle juste d'être de gauche, c'est plutôt être d'accord avec l'idée qu'il faut négocier avec les Palestiniens
et que l'État doit être séparé religion et politique. C'est surtout ça en Israël, l'idée d'être de gauche. 59% plutôt droite, 20% c'est le Likoud qui arrive en tête chez eux avec 20% d'intention de vote, et 80% s'identifient comme plutôt partisans d'un sionisme religieux, au détriment du fameux historique sionisme socialiste. Bon, on n'y va pas sur ça, mais en tout cas, 80%. Mais ce qui, moi, m'a aussi surpris, c'est 11 sur 12 disent s'opposer au fait qu'il y ait des Palestiniens ou des partis arabes qui siègent à la Knesset, le Parlement israélien. Et on a là quand même l'idée d'un pays qui clairement est dans une dérive coloniale et nationaliste complète, et où, encore une fois, attendre une hypothétique changement de gouvernement en Israël, c'est se donner, se mentir à soi-même, parce que c'est parfois ce qu'on nous dit dans des conférences ou des réunions politiques. Vous verrez Netanyahou aux élections, peut-être que ce sera autrement. Ce Netanyahou, il sait depuis le 7 octobre 2023 que son avenir politique est très compliqué, mais il a choisi la stratégie qui est la sienne et qui est celle qui fonctionne le mieux en Israël, c'est-à-dire s'imposer comme l'homme de la situation, dans tout ce que ça a de masculiniste et de viriliste, sortir les gros bras, les gros biceps, et déclencher une stratégie de guerre permanente contre tous vos ennemis. Et aussi fou que ça puisse paraître dans un pays qui sera à peu près rationnel, vivre quasiment tous les jours dans des bunkers, c'est pas ce qu'on souhaite. En Israël, en tout cas, sur une partie de la population, ça fonctionne dans l'idée que on montre notre répondant à ceux qui nous ont attaqués. Cette stratégie de guerre permanente, je ne vous ai pas montré ici parce que c'est un peu compliqué, toutes les trajectoires des courbes, etc. Mais on trouve ça sur Internet, c'est assez intéressant. On voit à quel point est-ce que Netanyahou, peu à peu, est revenu dans les sondages au plus fort. Et aujourd'hui, aux élections d'octobre 2026, si ça avait lieu en tout cas aujourd'hui, le Likoud arrive en tête des élections, mais par contre, il faut le rappeler, il n'est plus capable apparemment de former une coalition puisqu'il serait maintenant minoritaire. Mais ce n'est pas en soi le Likoud qui perd des voix, c'est ses alliés notamment d'extrême droite qui perdraient des voix. Ça, c'est important à comprendre. Mais ça veut dire aussi qu'en cas de défaite, Netanyahou sait qu'il devra faire face à la justice et à des potentielles commissions d'enquête. Mais dans ce cadre-là, tout est encore joué. Et pourquoi tout est encore joué ? Parce que face à lui, l'opposition, elle est hétéroclite, elle est complètement fracturée. Et la personne qui est aujourd'hui la plus plébiscitée dans les sondages au sein de l'opposition, c'est un monsieur qui s'appelle Naftali Bennett. Naftali Bennett, c'était le Premier ministre, pour ceux qui s'en souviennent, entre 2021 et 2022. Pour faire très simple, Bennett, il a deux casquettes qui peuvent bien passer aujourd'hui en Israël. Le premier, c'est que c'est un colon religieux. C'est un colon, il a habité, ou je ne sais pas où il habite aujourd'hui, mais il vient à la base des colonies de Cisjordanie. C'est un religieux, et en plus de ça, il a fait sa carrière dans la Startup Nation. Dans un pays comme Israël, où vous avez, pour le dire simplement, mais vous compreniez, on a un pouvoir politique qui se divise en deux grandes branches. On a ce qu'on appelle une bourgeoisie économique capitaliste, donc la fameuse Startup Nation, les nouvelles technologies, tout ce qu'on connaît, Tel Aviv, tout ça, ce qui fait en fait fonctionner l'économie israélienne. Et on a la bourgeoisie coloniale, celle qui s'enrichit grâce à la colonisation. Naftali Bennett est l'un des seuls dans l'opposition à pouvoir rassembler ces deux bourgeoisies. C'est-à-dire que la bourgeoisie économique, il l'aura parce qu'il vient de ce milieu-là, il le connaît, il sait lui parler. Et les colons religieux, il ne les aura pas tous parce que certains, évidemment, sont des partisans fervents de l'extrême droite la plus débridée, comme on voit aujourd'hui avec Ben Gvir ou de Netanyahou. Mais certains peuvent se dire, bon, Netanyahou, il est fini, soutenons Bennett, au moins on aura quelqu'un qui sera toujours dans notre camp. Mais tout ça pour vous dire que l'idée de voir en 2026 une figure prophétique issue d'un camp de la paix, je ne sais lequel, ça me paraît pour l'instant très illusoire, mais on est en mars, il reste plusieurs mois, on ne sait pas ce qui se passera, mais autant vous dire que pour l'instant, je suis très dubitatif sur ça. Israël également va faire face à une perspective économique qui est particulièrement instable. Il faut parler aussi d'économie politique parce que là, c'est un peu le nerf de la guerre, pour le dire simplement. On a plusieurs fois des débats qui ont lieu et c'est intéressant de les écouter. Aucun pays au monde qui, depuis le 7 octobre, est engagé dans autant de guerres n'aurait pu avoir son économie qui tiendrait si ce n'était pas grâce au marché financier. L'État d'Israël, économiquement, est, on ne va pas dire à l'arrêt, mais il n'a plus beaucoup de revenus qui rentrent, si ce n'est grâce au soutien des marchés financiers et de ces soutiens indéfectibles. États-Unis, Union européenne qui ne rompent pas les contrats. On a aussi l'Inde qui récemment, vous avez vu que Netanyahou a un petit peu repris, mais c'est pour vous dire qu'un pays qui a l'économie qu'a Israël aujourd'hui, c'est un petit pays, une petite économie,
qui mène autant de guerres depuis 7 octobre 2023, donc depuis 2 ans et demi, n'aurait pas pu tenir. C'est impossible. L'économie israélienne tient d'abord grâce à ça. Ça veut dire également que toutes les dépenses qu'Israël a mises dans la sécurité, qui sont faramineuses pour un si petit pays, à un moment donné, ça aura des coûts. Reste à savoir comment ces coûts vont être amortis, mais les dépenses publiques depuis 2 ans, ça dépasse l'entendement. On est à plus de 20% du PIB juste en dépenses de sécurité, et là, ça continue encore plus à dépenser dans l'armement, etc., etc. Alors évidemment, on peut penser que peut-être États-Unis et d'autres vont passer des contrats qui leur seront avantageux, mais tout porte à croire aussi qu'à un moment donné, quand il faudra dire stop à la guerre, je ne pense pas que ça durera 30 ans comme ça, j'espère pas en tout cas, il faudra regarder la réalité en face, c'est comment on fait fonctionner l'économie. On a une dette qui est faramineuse, comment on fait fonctionner ça? Bon, est-ce que les marchés financiers vont se dire on tire un trait, on vous l'efface? Je ne sais pas, j'y crois pas trop, mais pareil, restons tout à fait humbles sur ça. Dans cette élection, j'anticipe les éventuelles questions. Qu'est-ce qu'il en est d'une potentielle gauche israélienne qui soit antisioniste ou menée par les Palestiniens d'Israël? Ceux qui suivent l'actualité l'ont peut-être vu. Ils ont depuis maintenant 2 mois annoncé qu'ils allaient refaire leur fameuse liste unifiée, c'est-à-dire la liste qui unit le Parti communiste israélien et l'ensemble des partis palestiniens en Israël, dans le but de venir fort aux élections. Ils sont crédités pour l'instant à entre 12 et 15 sièges aux élections sur 120, c'est pas mal. Ça pourra peut-être dire qu'ils vont pouvoir peser dans les négociations, mais il est clair qu'à l'heure qu'il est, rien n'indique que ça entraînera un basculement ni un changement. Ceci étant, rappelons également que en 2021, pour ceux qui s'en souviennent, pour la première fois de l'histoire d'Israël, il y a un parti palestinien qui est entré au gouvernement, c'était RAM, le parti islamo-conservateur, qui est entré au gouvernement, donc gouvernement d'opposition à Netanyahou. Et il est évident que la campagne qui a suivi 2022, ça a été un boulevard pour l'extrême droite de dire votez pour l'opposition, vous votez pour des Arabes au Parlement, des Arabes au gouvernement. Ça a été mais véritablement destructeur pour une partie en tout cas de l'opposition. Et donc moi je suis assez prudent sur le fait qu'on ait aujourd'hui une opposition à Netanyahou qui dise bon allez, on va s'allier avec eux. Venons-en à la partie palestinienne et le mouvement national palestinien dans l'impasse. J'ai pas cherché longtemps avant de trouver une photo à vous montrer parce que je crois que celle-ci, elle résume, à mon sens, le mieux ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est une vraie photo qui a été révélée par le média d'investigation israélien 972 Mag, que encore une fois, si vous êtes anglophone, je vous invite à aller regarder parce que c'est passionnant ce qu'ils font. Ce sont des photos qui ont été prises dans les prisons israéliennes parce que, aussi fou que ça puisse paraître, Itamar Ben-Gvir, qui est le ministre de la Sécurité publique en Israël, qui est d'extrême droite, qui est un fasciste, il n'y a pas d'autre terme, documente absolument tout ce qu'il fait parce que pour lui et son électorat, c'est un plébiscite. Nous, ça nous effraie, on a l'horreur, pour lui, c'est un plébiscite. Cette photo, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les prisons israéliennes, donc les prisons de l'armée israélienne, donc celles où sont incarcérés les prisonniers palestiniens, on a affiché en très grand, des affiches de Gaza détruit et des prisonniers sont régulièrement obligés et contraints de s'agenouiller face aux images de destruction où on leur dit là c'est ta maison, là c'était chez toi, là c'est ton cousin, machin, c'est absolument horrible. Et encore, je vous dis que cette photo, vraiment, c'est l'une des plus soft que vous pouvez trouver. Mais elle résume. Oui. Alors, la peine de mort, on va y venir parce qu'effectivement, parce qu'on a une peine de mort dissimulée. Depuis le 7 octobre 2023, je termine. Depuis le 7 octobre 2023, on a 97 prisonniers palestiniens qui sont morts dans les prisons, de mauvais traitements, de faim, de maladies. Aujourd'hui, le gouvernement israélien est en train d'annoncer, à coup de grandes campagnes de communication, on va relancer la peine de mort, c'est-à-dire pendaison ou fusillade pour les prisonniers palestiniens. Ben-Gvir fait campagne pour ça, il en est très fier. Et ce que je vous dis, ça peut paraître fou parce que parfois, quand on parle avec des gens qui ne suivent pas le sujet, on passe presque pour des complotistes. Mais vous avez des photos de partisans de Ben-Gvir où ils posent avec des cordes qui soutiennent le pendu, quoi. Tout content en disant ouais, c'est bon, on va pendre les Palestiniens. On en est à ce niveau-là. C'était avant-hier où il y a une vidéo qui circule, vidéo authentifiée évidemment. Dans un village palestinien, vous avez des colons qui traversent le village avec une grosse enceinte qui fait de la lumière. Il est minuit, 1h du matin, ils traversent le village et ils mettent dans le mégaphone une musique qui est en fait une musique qui dit mort aux Arabes. Et dans le micro, ils chantent bientôt la peine de mort pour vos cousins. Enfin, on est dans ce niveau-là de déshumanisation et de violence.
Voilà, il faut l'entendre. Et jusqu'à présent, effectivement, tout porte à croire que rien ne pourra empêcher ce Ben Gvir. Ce mouvement national palestinien donc, qui est dans l'impasse, là aussi, on est face à une situation de vassalisation et de destruction. Je ne reviens pas sur les chiffres parce qu'on les a assez entendus, je crois, mais à l'heure qu'il est, la bande de Gaza ressemble à ça. Vous avez une bande de Gaza où la partie en rose est celle qui est, à l'heure où on se parle, sous occupation israélienne. Hazaroupa, ce sont les zones des terres les plus fertiles de la bande de Gaza, hein, évidemment. La population palestinienne de Gaza est enfermée dans cette zone ici. Et quiconque pénètre dans le tracé en jaune, eh bien, se fait en général tuer par un sniper. Donc, on a à peu près 2 millions de personnes qui sont vraiment concentrées dans différentes zones ici, dans des zones complètement détruites, et qui ne subviennent que grâce à l'aide humanitaire. Quand je parle de vassalisation, il faut aussi se rendre compte à quel point est-ce que la stratégie israélienne vise à effacer même la résistance palestinienne. Pourquoi ? Dans l'histoire palestinienne, il y a toujours eu des terrains de repli. Pour le dire simplement, après la Nakba de 1948, les Palestiniens ont eu la Jordanie et le Liban comme terrain de repli pour se refonder, reformer, créer un tissu national et puis la fameuse résistance palestinienne. Quand la Jordanie en 1970 s'en est pris au camp de réfugiés palestiniens, les Palestiniens ont eu le Liban comme terrain de repli ou dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban, ils ont reformé et refondé toute cette armature de résistance. Quand il y a eu en 82 Sabra et Shatila et le départ des Palestiniens, ils ont été accueillis en partie en Tunisie, mais il y a aussi la Syrie qui avait accueilli une grande partie des organisations militaires palestiniennes. Aujourd'hui, c'est pour la première fois dans l'histoire palestinienne où il n'y a plus aucun terrain de repli. Au Liban, on est un État qui est soumis à la pression française et américaine pour démanteler les camps de réfugiés, ou alors, bon, pour l'instant, c'est symbolique, mais ça a eu lieu quand même. Mahmoud Abbas y a également participé, où on a demandé aux camps de réfugiés palestiniens de rendre les armes, et Al-Shara en Syrie l'a fait quasiment, je crois, dans les 3 semaines après sa prise de pouvoir, où les unités d'Al-Shara ont été notamment dans les principaux camps de réfugiés palestiniens en Syrie, avec ordre immédiat de rendre les armes. Ils leur ont laissé les armes de poing pour faire la sécurité, mais toutes les armes de combat sont rendues. Et donc, à l'heure qu'il est, entre Gaza qui est détruit, la Cisjordanie qui est soumise à un processus d'annexion, j'en parlerai dans un instant, à marche forcée, eh bien, on est face à une situation qui est historique et qui, évidemment, entraîne une profonde dépression chez certains dirigeants palestiniens parce que pour la première fois de leur histoire, il n'y a pas de terrain de repli pour la résistance armée et pour le corps palestinien qui n'a pas d'endroit en fait pour s'organiser et pouvoir se retrouver. Ça me fait quand même penser que quand récemment des Palestiniens de différents partis se sont retrouvés à Doha au Qatar, on les a accusés de dire mais oh là là, regardez, vous êtes soumis aux Qataris. C'était tellement risible. Ils vont là où ils peuvent aller en fait. À un moment donné, il faut être pragmatique. Il n'y a pas beaucoup d'États aujourd'hui qui sont prêts à les accueillir pour faire une réunion politique. Donc quand ils vont à Moscou, quand ils vont à Pékin, c'est pas par amour pour Poutine ou pour Xi Jinping, c'est parce que il faut aller là où on peut aller. Donc à un moment donné, il y a aussi une question de pragmatisme, rappelons-le. Dans la bande de Gaza, j'y reviens donc rapidement. Il faut quand même noter que cette population de la bande de Gaza a fait mentir beaucoup de monde. Et je le reconnais, je crois que moi le premier. Il y a un an et demi de ça, j'étais très sceptique parce que pour être en contact régulièrement avec des Palestiniens de Gaza dans le cadre d'aides différentes, j'étais partisan de ceux qui disaient mais non mais là si on ouvre les portes, c'est terminé, ils vont partir, c'est la famine, c'est plus possible. Les gens de Gaza sont restés. Alors ils sont restés évidemment à leur corps défendu parce que c'était fermé, mais il n'y a pas eu d'appel général à laissez-nous sortir. Il y a au contraire eu une espèce d'enracinement assez profond qui, de mon point de vue, inspire une forme de respect et d'humilité sur mon propos que je peux tenir ici, parce que c'est évidemment, s'il doit y en avoir un, l'échec de Netanyahou. Netanyahou, depuis 7 octobre, avait une stratégie qui était très claire, c'était celle de dire les Palestiniens de Gaza vont sortir. J'avais prévu de le dire en fin de conférence, mais je le dis maintenant parce que l'anecdote est assez importante, même si je l'ai déjà dit, je crois, à 2-3 reprises, même dans des vidéos qui sont sur Internet, mais bon, je le redis ici pour ceux qui ne l'ont pas vu. Anecdote qui est réelle. Nous sommes début juillet ou fin août. Je m'excuse parce qu'il y a eu 2 réunions et je ne sais plus c'est laquelle. Nous sommes réunion avec des diplomates français qui sont en train en fait d'annoncer que la France va reconnaître l'État de Palestine. Je viens après sur ça, mais l'anecdote est importante. Et on essaie de comprendre un petit peu qu'est-ce qui a fait pencher Emmanuel Macron.
Et il nous raconte cette histoire qui est peut-être fausse ou peut-être vraie, mais il la raconte telle quelle. Ils vous disent, en fait, Emmanuel Macron a voulu prendre la peine, si vous voulez, d'annoncer aux Israéliens que la France va s'engager dans la reconnaissance de la Palestine. Et que, du coup, il faut trouver une solution pour Gaza. Netanyahou aurait dit au téléphone à Macron, et je dis bien aurait, parce que je n'étais pas là quand j'ai eu l'appel, mais c'est ce que les diplomates français vous disent, les yeux dans les yeux. Netanyahou a dit, mais la seule solution, elle est simple. Nous, on a envisagé entre 500 000 et si on peut 1 million qui s'en vont. On est en train de trouver les États qui pourraient les accueillir, on veut qu'ils s'en aillent. Et le reste, on les relogera par-ci par-là, mais au moins la moitié s'en vont. Emmanuel Macron aurait été horrifié de l'appel en disant mais c'est pas possible. Il aurait appelé la Maison-Blanche, qui lui aurait dit ah mais oui, c'est un plan tout à fait crédible, de toute façon, Gaza c'est fini, il n'y a plus de place, tout est rasé, qu'est-ce que vous voulez en faire? Et c'est ça qui aurait fait que Macron aurait dit je ne peux pas laisser faire, je vais donc reconnaître la Palestine parce qu'il faut s'engager, patati patata. Mais cette anecdote est importante, pourquoi? Parce que les diplomates français qui vous disent ça étaient eux aussi complètement désabusés. Mais comment les Israéliens peuvent penser qu'ils vont faire ça? Et on était quelques-uns à leur expliquer simplement un truc tout à fait basique. L'État d'Israël s'est fondé sur le déplacement de 800 000 Palestiniens, qui aujourd'hui, plus personne n'envisage, diplomatiquement évidemment, sérieusement leur retour. Je dis bien diplomatiquement, je ne dis pas politiquement. Donc que les Israéliens aujourd'hui, Netanyahou, disent en fait on va en virer à peu près 500 000, dans leur esprit c'est se dire ça va demander des efforts, de résister politiquement aux pressions, mais avec le temps, on oubliera et puis on trouvera une autre solution pour plus tard. Mais ce n'est pas inenvisageable. Donc c'est pour vous dire que l'échec de Netanyahou, c'est sur ça. C'est que les gens de Gaza sont toujours présents. Quoi qu'il arrive, ils sont là et ils n'ont pas prévu de partir, en tout cas pour l'instant. Sur cette situation également, il y a la question de qui va gérer Gaza. Alors certains ont peut-être entendu, et si vous ne l'avez pas fait, je peux vous donner quelques bribes. Trump a donc décidé de court-circuiter complètement l'ONU en créant le Conseil de la paix. Conseil de la paix, vous avez donc la carte qui est ici en haut à droite, en jaune les pays qui en sont membres, en bleu, turquoise les pays qui sont observateurs, donc ils ne savent pas encore trop ce qu'ils vont faire, et en orange ceux qui ont été invités à y être mais qui n'ont pas encore répondu. Le Conseil de la paix, très clairement, c'est Trump qui veut pouvoir gérer les différents conflits dans le monde en fonction de ses propres intérêts. Sauf que ce Conseil de la paix, il a annoncé récemment que c'est bon, il y a 5 États qui sont d'accord pour former une force militaire internationale pour rentrer dans Gaza et faire la sécurité. Donc 5 États que sont l'Indonésie, le Maroc, le Kazakhstan, le Kosovo et l'Albanie. Je ne sais même pas quoi penser de ça, tellement ça me paraît. Mais c'est une annonce officielle, c'est une annonce officielle, Reuters, AFP. Et dans la foulée, on a annoncé que la police palestinienne allait être reformée et renouvelée grâce à l'aide de l'Égypte et de la Jordanie. C'est très connu que la police égyptienne et jordanienne est tout à fait compétente en matière de formation. Mais autant aussi humoristique que ce soit, ce sont des vraies déclarations qui sont faites et qui, malheureusement pour l'instant, font que beaucoup de pays arabes qui sont complètement dans une espèce de sentiment de vassalisation et de soumission à l'appel des États-Unis, ils acceptent, ils vont là-dedans et ils n'ont pas de contre-propositions qui peuvent être faites. Donc, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Sauf que là, il faut se poser une question très politique, si vous voulez. Tout ça, c'est bien beau, mais à un moment donné, pour gérer un territoire, il faut avoir, l'assentiment des gens, quoi qu'il arrive, et deuxièmement, la souveraineté des gens. C'est-à-dire qu'en fait, si on entre dans Gaza et que les gens n'en veulent pas, comment vous faites? Si à l'heure qu'il est, la seule force politique dans Gaza qui est capable de faire la distribution d'aide humanitaire et de gérer la police, c'est le Hamas, comment vous allez faire demain pour les remplacer? Puisque le Hamas, sa ligne, ça reste la même depuis 2 ans. Nous sommes prêts à céder la bande de Gaza uniquement à des forces palestiniennes. Y compris si c'est l'autorité palestinienne, on ne veut pas de forces étrangères, même des forces arabes, considérant que ce serait la porte ouverte à une invasion et à on ne sait quoi pour la suite. Donc là, on est face à une espèce de bras de fer qui s'engage, mais quand moi, des fois, on me dit dans des débats, mais finalement, le Hamas est terminé, ils ne pourront pas rester à ça, ce n'est pas une question de dire ils sont vivants ou terminés, c'est une question simplement d'être pragmatique. Depuis la fin, alors, pas du génocide, mais en tout cas la fin de la guerre à Gaza officielle et des affrontements, la seule force qui a démantelé les bandes armées dans Gaza, les truands et les trafiquants, c'est le Hamas et les différentes forces palestiniennes armées. Ce n'est pas une force internationale. Et ils le font avec l'assentiment d'une partie des gens. Donc comment on peut espérer que demain, une force rentre dans Gaza et qu'il soit tout à fait accepté par tout le monde? Ça pose quand même une question
assez sidérante. Mais moi, je n'ai pas en tout cas la réponse pour l'instant. Peut-être que l'avenir nous dira qu'il y a une solution qui va être prise. Face au Conseil de la paix, il faut quand même le mentionner parce qu'il se réunit ce week-end à Amsterdam. Il y a des pays qui ont voulu créer ce qu'ils appellent le groupe de la Haye. Et aussi fou que ça puisse paraître, le groupe de la Haye, comme son l'indique, c'est un groupe de pays qui veut soutenir les décisions de la Cour internationale de justice et de la CPI, considérant que Trump va les violer. Et donc, ce sont les pays en vert ici. Donc, Afrique du Sud, Colombie, Sénégal, Bolivie. Et là, on est face à, encore une fois, une espèce de sentiment de vertige, puisque ces pays, aussi importants que soient leurs décisions, on est face à un rapport de force qui est quand même assez complexe. Mais ils existent. Mais pourquoi je vous le montre? Parce que quand parfois on entend certains responsables arabes dire « mais en fait, on n'a pas le choix face à Trump, à Israël », je ne suis pas à leur place et je me garderai bien de donner des grandes leçons de politique générale. Mais en fait, non, il y a une autre solution qui est possible, qui est celle donnée par d'autres États. C'est aussi un choix à un moment donné de considérer qu'il y a un nouvel ordre au Moyen-Orient et qu'on va s'y soumettre. Et on verra encore après pour le cas européen. Parallèlement à ça, eh bien, il y a la situation en Cisjordanie qui, elle, n'est pas évidemment plus belle. En Cisjordanie, vous avez deux phénomènes qui sont en train d'accroître la pression sur les Palestiniens. Le premier, évidemment, on a une guerre régionale qui facilite et légitime la violence. Je vous explique pourquoi je vous dis ça, parce qu'il faut comprendre en fait comment même, alors peut-être pas vous, mais dans la mentalité de plein de gens, ça fonctionne. Quand vous avez des bombes qui sont larguées sur des écoles en Iran ou des civils qui sont bombardés au Liban, ce sont les images qui seront en une. Et donc forcément, les attaques de colons, ça paraît un peu moins grave en fait. Ils sont armés Voilà. quand même. Alors, on va bien se comprendre, on n'est pas sur des bombardements de villes, on est sur des colons qui rentrent dans des villes armées, qui vont peut-être tirer sur des gens, mais en soi, au journal de 20h, on n'est pas sur le même niveau de degré de violence. Ce qui fait que les colons peuvent se permettre, depuis maintenant le 7 octobre, d'avoir participé à, j'ai le chiffre et je ne l'ai plus devant moi, excusez-moi, je l'avais là, il est peut-être ici, voilà, 1828 attaques de colons recensées en 2025, soit une moyenne de 5 par jour. Je donne un exemple. Si demain, sur les réseaux sociaux, qui est quand même le lieu le plus cynique qui soit, parce qu'on a un mème très drôle et après des images d'enfants qui sont tués dans un bombardement, ça paraît fou, mais c'est ce qu'on subit au quotidien depuis maintenant la création des réseaux sociaux. Si vous diffusez l'image en fait d'une attaque de colons, je ne dis pas que les gens ne vont pas réagir, mais ça paraît tellement oui, mais tu as vu ce qui s'est passé là au Liban et en Iran et ailleurs, et c'est une réalité aussi. C'est qu'en fait, la violence extrême d'un endroit, malheureusement, oblitère et masque la violence quotidienne ailleurs. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui parce que les Palestiniens subissent ça depuis le 7 octobre, où forcément, du côté israélien, on sait qu'on a là un boulevard qui est absolument énorme, et on a aussi une configuration historique, les colons le savent. Trump à la Maison-Blanche, Ben Gvir comme ministre de la Sécurité publique, Smotrich qui est le colon ministre des Finances, et Netanyahou qui dans quelques mois potentiellement perd le pouvoir. Donc pour eux, c'est maintenant ou jamais. Et quand je dis c'est maintenant ou jamais, ça veut dire qu'on a aujourd'hui 33 communes palestiniennes qui ont été complètement vidées de leurs habitants, alors principalement Vallée du Jourdain et dans le sud de la Cisjordanie. De leur point de vue, c'est maintenant ou jamais. Il faut aller le plus loin possible dans l'expropriation des Palestiniens et savoir qu'à un moment donné, peut-être qu'on ne pourra plus agir aussi facilement. En tout cas, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais pour l'instant, c'est leur idée. Je crois qu'il faut également qu'on puisse regarder la réalité en face parce que j'en peux plus, moi, d'entendre dans les médias régulièrement ou même des responsables politiques nous nous opposons à l'annexion. Mais que faut-il encore pour qu'on se rende compte que c'est déjà en partie annexé? Alors qu'il est, sur cette carte que vous avez là, toute la zone en bleu, la zone C, est à l'heure où on se parle gérée par Israël exactement comme un territoire israélien. C'est de fait annexé. Les zones qui ne le sont pas sont des zones qui, de mon point de vue, mais Israël ne veut pas les annexer. Israël ne va pas annexer Ramallah et Naplouse. Quel intérêt il a? L'intérêt des Israéliens, c'est de fermer ces zones en vert le maximum possible, de restreindre, créer des bantoustans comme il y avait en Afrique du Sud, et se dire qu'en fait, on va créer un système qui, potentiellement, par la suite, va se pérenniser, on va l'oublier et on va réussir à le pacifier en gérant le conflit. Ça veut dire quoi, pacifier en gérant le conflit? C'est ce qui s'est fait de 2005 quasiment à 2023. C'est-à-dire faire en sorte que les Palestiniens, on va d'abord s'attaquer à tous les groupes armés,
démanteler le maximum de groupes de résistance, même s'il est non violent, et on va permettre à tous ceux qui ne font pas de politique d'avoir des permis de travail, de circulation, pour faire comprendre aux autres que c'est ça la solution. Soumets-toi à nos intérêts, viens travailler, fais pas de politique, et tu auras une vie à peu près normale. Mais tu seras enfermé dans un bon tout-temps. Et cette stratégie-là, qui pour les Israéliens a fonctionné pendant 15 ans, est celle qui, aux yeux de beaucoup de responsables politiques israéliens, est la seule aujourd'hui qui peut fonctionner. Et ça, il faut le rappeler à quel point est-ce qu'on a une convergence de vues en Israël assez large politique. Mais quand j'entends encore une fois nous nous opposerons à l'annexion, ça me paraît tellement dérisoire. Enfin, tellement je ne vois pas ce qu'il faut de plus. Enfin, si, certaines personnes pensent que demain il y aura une cérémonie, vous savez, avec Netanyahou en grande pompe qui dira « aujourd'hui nous signons l'annexion ». Mais en fait, si ça arrive, c'est vraiment qu'il y a une défaite totale. Et que Netanyahou sait qu'il peut le faire. Netanyahou sait que s'il fait ça, il va déclencher des réprobations. Il n'a pas d'intérêt à faire ça, puisque de fait, sans faire ça, il a déjà réussi l'annexion. Donc là, on a clairement une situation qui est absolument intenable. Sur la situation politique palestinienne, certains ont peut-être entendu que Mahmoud Abbas a annoncé, c'est historique, depuis 20 ans maintenant, quasiment plus de 20 ans, il a annoncé que le 1er novembre 2026 auront lieu les élections du Parlement de l'OLP, pas Autorité palestinienne, donc l'OLP, ce qui chapeaute tous les Palestiniens. Bon, et il a rajouté, les élections se tiendront partout où cela sera possible. Bon, vous savez que les Palestiniens doivent tenir leurs élections municipales le 25 avril, pareil, partout où ce sera possible. Et le congrès du Fatah doit se tenir le 14 mai, mais on ne sait pas encore exactement le lieu, même si on pense que ce sera, il y a de grandes chances, à Ramallah. On pourrait tout à fait se dire, c'est une bonne direction. Alors, 2 précautions quand même sur cette question des élections, important. Le premier, c'est que Mahmoud Abbas n'est pas complètement fou. Il est très âgé, mais il n'est pas fou. Mahmoud Abbas a déjà prévu sa succession. Je crois moi que Hussein El-Shir, qui a été nommé vice-président, il y a de grandes chances qu'il le voit comme le potentiel successeur, mais bon, on n'est pas sur ça en tout cas, mais il y a de grandes chances. Mais c'est que Mahmoud Abbas, aux dernières élections qui avaient été prévues, avait mis en place une règle électorale qu'on a assez peu mentionnée. Cette règle, c'est quoi ? Ne peuvent participer aux élections que les partis qui reconnaissent les accords passés par l'OLP. Donc, la reconnaissance d'Israël, ce qui de fait exclut des élections le Hamas et la gauche marxiste palestinienne qui, notamment via le FPLP, ne reconnaît pas Israël. Et donc, dans ce cadre-là, vous vous rendez compte qu'il y a une élection où on aurait une partie du champ politique qui ne serait pas potentiellement, qui pourrait participer. Mais il y a 11 élections, donc on verra comment ça se passera. Et pareil, nul ne sait non plus dans quelles conditions, parce qu'il dit partout ce sera possible. Rappelons quand même que l'autorité palestinienne est un organisme particulièrement autoritaire, qui enferme et arrête également des opposants, il faut le rappeler. Et rappelons également qu'à l'heure où on se parle, nous avons environ 10 000 prisonniers politiques palestiniens qui sont toujours enfermés, dont une grande partie de leaders politiques. Et donc, comment peuvent se passer les élections dans ce cadre-là ? J'en viens pour finir donc à la situation en France, parce que je crois et je défends un peu cette ligne partout où je peux l'exprimer. Aussi déprimant que sur cette situation, il faut quand même se rappeler que nous sommes citoyens français, ou en tout cas on habite en France, et notre capacité à soutenir les Palestiniens, elle dépend avant tout de notre force à résister à ce qui se passe en France, et notamment à la vague brune qui est face à nous en France. Et ça, je crois qu'il ne faut jamais l'oublier. Une vague brune à laquelle, depuis maintenant quelques mois ou années, moi je dirais quelques mois en tout cas, je dirais pas années, mais on peut en débattre. Une vague brune à laquelle une partie des principaux soutiens d'Israël à droite et dans le camp macroniste semble complètement s'être préparés. On a vu Aurore Berger qui reprend 2 discours quasiment vichistes. Et on a vu récemment un appel général à dire qu'il faut faire un front républicain contre la France insoumise. Ce qui est clairement une avalisation du RN comme étant partie prenante du camp républicain. Ce n'est pas forcément surprenant puisque une Aurore Berger ou un Benjamin Haddad ont une forme tout de même de convergence avec le RN sur un sentiment, je crois, profondément islamophobe. Parlons même également, je pense, d'arabophobie. Et il y a en fait globalement un occidentalisme très prégnant, c'est-à-dire le sentiment d'être dans un cadre de choc des civilisations et que Israël, dans ce choc-là, il est notre allié principal. On a une convergence de valeurs, convergence de points de vue et donc il faut soutenir absolument toutes les forces politiques qui sont prêtes à s'opposer aux forces politiques en France qui au contraire soutiennent les Palestiniens. Et on a là une configuration politique qui est particulièrement dangereuse à 1 an
de la campagne présidentielle. La dernière offensive de ce camp, hein, certains je pense le savent, c'est la fameuse loi Yadan. Loi Yadan qui vise, pour le dire simplement, à circonscrire l'expression publique sur le Proche-Orient en criminalisant l'antisionisme et le soutien à la résistance palestinienne. Une loi Yadan qui, je crois, de mon point de vue, peut être appréhendée en contrepoint de la reconnaissance. La reconnaissance, pour ceux qui... donc, en plus de l'anecdote que j'ai racontée tout à l'heure, la reconnaissance, il faut aussi la comprendre que, et c'est un peu mon opinion sur ça, Macron ne l'a pas faite par rapport à la Palestine. C'est mon opinion. Il l'a faite par rapport au Liban. C'est ce que je martèle partout. La crainte d'Emmanuel Macron, c'est de perdre ses entrées là où il peut les avoir au Proche-Orient. La France n'a jamais eu véritablement beaucoup d'entrées sur la Palestine. Ce n'était pas forcément son terrain. En revanche, la France a toujours été très active au Liban. Et dans ce cadre-là, la France sait qu'entre Trump et Netanyahou, il y a un tel poids qui pèse sur le Proche-Orient que si tu ne fais pas un acte même symbolique qui pourrait faire qu'auprès des populations et des États arabes, tu parais un peu comme ayant fait un écart et donc que tu te distingues un petit peu, tu risques d'être complètement noyé par cette espèce de puissance Trump et Netanyahou. Et donc je crois, moi c'est sur ça qu'il fait une reconnaissance, parce que la reconnaissance, elle a été engagée absolument politiquement sur aucune forme ni de sanction ni d'acte politique concret, donc on est sur du symbolique absolu. Et donc je crois qu'on est sur ça. Mais pour en venir à une échelle plus locale, plus interne en tout cas, la loi Yadan, je crois qu'elle s'inscrit aussi comme un contrepoint dans le camp macroniste, qui sait bien que la reconnaissance lui a mis à dos une partie de l'électorat macroniste, Aurore Berger, Caroline Yadan, Maillard, Lefebvre, enfin, on passe tous ces noms-là, et qui au contraire, la loi Yadan peut paraître comme une espèce de contrepoint où on vient donner du grain à moudre. On vient valider une loi qui clairement va sanctionner la solidarité avec les Palestiniens, mais qui vient un peu équilibrer les deux à l'approche des élections municipales et présidentielles où le camp macroniste paraît être, à mon sens en tout cas, aux abois. Pour finir sur ça, on pourrait se demander, est-ce qu'une autre politique est possible face à cette puissance Trump et Netanyahou ? Je crois que récemment, le modèle donné par l'Espagne ou l'Irlande sont des modèles à suivre. Sauf que ce qu'on oublie trop souvent, parce qu'on a une vision parfois un petit peu, je trouve, quand je dis on, je parle pour moi aussi, hein, quand on discute politiquement, on oublie qu'en fait, l'Irlande a son histoire, mais qu'on ait un Premier ministre comme ça en Espagne, ce n'est pas un homme prophétique qui apparaît un jour. Ce sont des luttes locales, régionales, départementales qui font que progressivement, on gagne le rapport de force et on arrive à avoir à des postes importants des personnes qui sont prêtes à porter un discours important. Et donc c'est pour vous dire qu'en fait, la lutte, elle commence d'abord par nos quartiers, nos villes, parce que si on perd là, la solidarité qu'on va avoir avec les Palestiniens, elle risque d'être très, 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 très difficile pour la suite. Voilà. Et je m'arrête là. Merci. Merci.